Au cœur du Sénat canadien, une voix s'est élevée avec force et conviction en faveur de l'inclusion et de la reconnaissance des immigrants. Lors de son passage devant une commission sénatoriale, Henriette Mvondo, présidente de BAI, Bienvenue aux immigrants, a exprimé son soutien au projet de loi S-215 visant à renforcer la reconnaissance des immigrants au Canada. Dès l'ouverture de son intervention, elle a exprimé son engagement. Honorable membre du comité, je suis très honorée de comparaître devant vous aujourd'hui afin d'exprimer mon appui au projet de loi S-215. Gratitude infinie à Honorable Amina Gerba, la marraine du projet. Ce projet de loi qui vise à mettre en lumière, célébrer et reconnaître les immigrants comme des acteurs clés du développement du pays rejoint pleinement la mission et les actions que nous menons au sein de BAI, Bienvenue à l'immigrant, dont je suis la présidente fondatrice. Depuis 9 ans, notre vision est claire. Valoriser la contribution des immigrants de toute origine, dans le respect de leur unicité, tout en offrant des outils nécessaires pour une intégration réussie, digne. Dans un ton plus préoccupé, elle a également insisté sur les défis persistants liés à l'intégration. Elle a insisté sur la nécessité de mieux intégrer les populations immigrées et de corriger les écarts persistants en matière d'emploi et de représentation. Sur le terrain, cette vision se traduit par des actions concrètes. À ce jour, BAI a accompagné plus de 4500 familles dans leur parcours d'intégration provenant de diverses régions du monde, notamment l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Nos interventions incluent notamment plus de 27 000 paniers alimentaires distribués en 2 ans, 1438 kits scolaires distribués, 1279 ménages accompagnés dans leur installation de base grâce à la fourniture d'équipements essentiels. À travers notre engagement, nous constatons que lorsque les immigrants sont soutenus adéquatement, ils deviennent rapidement des acteurs essentiels du développement économique, social et culturel du Canada. Il est important de souligner que la jeunesse issue de l'immigration fait face à un blocage identitaire, souvent lié à un manque de représentation dans les sphères décisionnelles. Ce manque de modèle visible entraîne un sentiment de non-appartenance, une difficulté à se projeter, un phénomène d'imposteur qui freine leur plein potentiel. Le projet de loi S-215 représente une opportunité concrète pour corriger cette réalité. Il contribuera à multiplier des modèles de réussite issus de la diversité, basés sur le mérite à tous les niveaux de la société. Une jeunesse qui ne se voit pas dans les lieux de décision est une jeunesse qui manque d'assurance et de sentiment d'appartenance pour contribuer à construire une société forte. Cependant, malgré ces efforts, les défis d'intégration demeurent bien réels. L'immigration constitue un levier stratégique majeur pour le développement économique du Canada. Pourtant, malgré un niveau de scolarité souvent élevé, l'intégration du marché du travail demeure un défi important, particulièrement au Québec. Le principal obstacle demeure l'accès à un emploi correspondant aux compétences. Au Québec, près de 40% des travailleurs immigrants sont surqualifiés, contre environ 25% des personnes nées au Canada. Des informations, des références statistiques Canada. Cette proportion atteint près de 48% chez les immigrants récents. Le taux de chômage est également plus élevé, 6,6% versus 3,7%, traduisant une sous-utilisation des talents. À cela s'ajoute un enjeu majeur, le logement qui fragilise l'intégration dès l'arrivée. Les recommandations que nous avons à faire, accélérer la reconnaissance des diplômes, déployer les programmes de premières expériences canadiennes, renforcer les formations linguistiques en emploi, soutenir le logement transitoire via les organismes, assurer un financement accru, stable et pluriannuel des organismes communautaires en les reconnaissant comme des piliers incontournables. Le mois de l'immigration serait une première pour confirmer la fierté de la particularité du peuple canadien, en s'assurant de toujours respecter les peuples autochtones, les Premières Nations. Ce serait une opportunité annuelle de mettre l'emphase sur le dialogue de valorisation des cultures plurielles qui constituent notre société. Nous recommandons des activités nationales auxquelles participeraient tous les paliers décisionnels avec les différentes composantes communautaires en respectant leurs spécificités.
Son intervention a été saluée pour son caractère structuré et engagé alors que le débat sur l'intégration des nouveaux arrivants reste au cœur des priorités politiques canadiennes. Fondée et dirigée par Henriette Vonder, l'organisation BAI, Bienvenue aux immigrants, œuvre depuis près d'une décennie dans l'accompagnement des nouveaux arrivants. Elle intervient dans l'accueil, l'aide alimentaire, l'installation des familles et l'insertion sociale. Selon les données présentées par sa présidente, BAI a accompagné plusieurs milliers de familles issues de divers horizons, Afrique, Europe, Asie et Amérique, à travers des actions concrètes telles que la distribution de paniers alimentaires, des kits scolaires et soutien à l'installation. L'objectif affiché est de faciliter une intégration digne et durable tout en valorisant la contribution des immigrants au développement du pays d'accueil. Le Cameroun pleure, l'une de ses figures médiatiques les plus marquantes. Folie d'Iran, de son vrai nom, Veriton Adrien Tafen, s'est éteint le 26 mars 2026 à l'hôpital général de Yaoundé, après plusieurs années de lutte contre la maladie. Derrière la voix mythique de la CRTV, c'est toute une vie, à la fois publique et intime, qui s'efface, laissant une empreinte profonde dans la mémoire collective. Né en 1958 à Bafoussam, Folie d'Iran grandit dans un Cameroun en pleine mutation culturelle. Lorsqu'il intègre la CRTV en 1987, le paysage audiovisuel national est encore en construction. Très vite, il s'impose par sa rigueur, son élégance verbale et une capacité rare à parler à toutes les générations. Mais c'est en 1991 que sa carrière bascule avec la création de l'émission Délire. Pendant plus de 2 décennies, ce programme devient un véritable phénomène social, révélant artistes, danseurs et animateurs, tout en accompagnant l'émergence d'une culture urbaine camerounaise décomplexée. Plus qu'un animateur, Folie d'Iran était un mentor, sur les plateaux de Délire, mais aussi dans Tam Tam Weekend ou dans Dance Cameroun Dance, il incarnait une figure presque paternelle. Il appelait les jeunes ses enfants, les guidant avec bienveillance dans un univers médiatique exigeant. Artiste complet, il s'illustre aussi comme chanteur, réalisateur, avec notamment le téléfilm Amour amer en 2010 et formateur. Son engagement pour la jeunesse lui vaut plusieurs distinctions, dont le prix de l'excellence africaine en 1994 et le titre de meilleur ambassadeur de la jeunesse en 2012. Depuis 2018, l'état de santé de l'animateur s'était progressivement dégradé, marqué par des troubles neurodégénératifs et des hospitalisations répétées. Malgré l'épreuve, il est resté digne, soutenu par ses proches et une opinion publique émue. En début d'année 2026, son état avait suscité un élan de solidarité nationale, conduisant les autorités, dont le ministre de la Santé, à assurer sa prise en charge. Mais le combat s'est finalement achevé ce 26 mars. Avec la disparition de Folie d'Iran, le Cameroun perd bien plus qu'un animateur. Il perd une voix, une école, une époque. Celle d'une télévision éducative, proche du peuple, capable de révéler et d'élever. Son héritage lui demeure intact, dans les carrières qu'il a lancées, dans les souvenirs qu'il a créés et dans cette manière unique qu'il avait de faire vibrer un micro comme on raconte une histoire. Folie d'Iran entre désormais dans la mémoire des grandes figures culturelles camerounaises, celles qui ne disparaissent jamais vraiment. Le quartier Kouaban, en périphérie de Yaoundé, s'est réveillé dans une douleur indescriptible. Depuis le 18 mars, un silence lourd, presque irréel, plane sur cette zone habituellement animée. Au cœur de cette tragédie, Divine Barga à Tangana, 11 ans, dont le destin s'est brutalement arrêté dans des circonstances qui bouleversent toute une nation. Tout commence la veille au soir. Comme à son habitude, la fillette quitte le domicile de sa grand-mère pour aller faire ses devoirs chez une camarade de classe. Un simple geste banal, presque rassurant. Mais Divine ne reviendra jamais. L'inquiétude grandit au fil des heures. Les recherches s'organisent dans la nuit entre voisins et membres de la famille. Le lendemain, l'insoutenable se produit.
Son corps sans vie est retrouvé dans une maison en construction. Les premiers constats laissent apparaître des signes de violence. Très vite, l'hypothèse d'un viol suivi de meurtre s'impose. L'émotion bascule alors dans l'horreur. Selon les premiers éléments de l'enquête, le principal suspect serait un adulte, père de 3 enfants, identifié comme étant le père de la camarade chez qui Divine s'était rendue. Les témoignages évoquent des pleurs d'enfants entendus dans la nuit, des appels au secours qui tragiquement n'ont trouvé aucun écho. Dans le quartier, les langues se délient difficilement. La peur, la culpabilité et l'incompréhension s'entremêlent. Certains habitants racontent avoir perçu une agitation inhabituelle sans imaginer l'ampleur du drame qui se jouait derrière les murs. L'affaire prend une tournure encore plus glaçante lorsque des révélations indiquent que l'auteur présumé aurait tenté de faire disparaître le corps, impliquant même des enfants menacés de silence. Un détail qui renforce l'effroi et soulève de profondes interrogations sur la responsabilité collective. Très vite, l'indignation dépasse les frontières du quartier. Sur les réseaux sociaux, artistes, acteurs, politiques et citoyens expriment leur colère. La chanteuse Caresse Fotso dénonce un silence coupable face à un drame aussi atroce. Lady Ponce s'interroge bouleversée sur l'état du monde, tandis que Manimbela appelle à des sanctions exemplaires. L'actrice Rachel Contieux, elle, interpelle aucune société ne peut survivre si elle ferme les yeux sur la violence faite aux enfants. Ce drame ravive des blessures encore vives dans l'opinion publique quelques mois seulement après l'affaire du petit Matisse, également tué à Yaoundé. Une répétition tragique qui pousse certains responsables politiques à réclamer un durcissement des lois contre les crimes sexuels sur mineurs. Aujourd'hui, le suspect est entre les mains des forces de l'ordre, mais pour la famille de Divine, comme pour tout un pays, la douleur reste béante. Dans les ruelles de Nkwaban, les regards sont lourds, les mots rares. Et une question persiste lancinante. Comment un cri d'enfant a-t-il pu se perdre dans la nuit sans trouver de réponse? Plus qu'un fait divers, le drame de Divine Barga à Tangana est devenu le miroir d'une société face à ses silences, ses peurs et ses responsabilités. Une tragédie qui appelle, au-delà de l'émotion, à une prise de conscience urgente. Dans les services d'immigration, une transformation discrète mais majeure est en cours. De plus en plus d'administrations comme Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada reconnaissent aujourd'hui utiliser l'intelligence artificielle pour traiter les demandes. Objectif, aller plus vite, analyser davantage de dossiers et réduire les délais. Selon plusieurs témoignages d'experts et d'acteurs du secteur, des outils d'IA générative auraient produit des descriptions inexactes dans certains dossiers. Dans un cas évoqué, les fonctions professionnelles d'une requérante auraient été modifiées voire inventées sans correspondre à ses tâches réelles. Un phénomène que les spécialistes appellent les hallucinations de l'intelligence artificielle, des erreurs où la machine génère des informations plausibles mais fausses. Dans un processus aussi sensible que l'immigration, ces approximations peuvent avoir des conséquences lourdes. Le parcours professionnel étant un critère clé, une mauvaise interprétation peut influencer la décision finale, voire conduire à un refus injustifié. Face à ces inquiétudes, les autorités assurent que l'intelligence artificielle reste un outil d'assistance toujours supervisé par des agents humains. Mais sur le terrain, la frontière semble de plus en plus mince. Pour les défenseurs des droits des migrants, la question est cruciale. Peut-on confier à une machine le soin de résumer et potentiellement déformer la vie d'un individu? Entre promesses d'efficacité et risque d'erreur, l'usage de l'intelligence artificielle dans l'immigration ouvre un débat profond, car derrière chaque dossier, il ne s'agit pas seulement de données, mais de destin. La tension diplomatique monte d'un cran sur la scène internationale. Au cœur des rivalités géopolitiques, la Russie se retrouve à nouveau sous pression. En cause des accusations occidentales affirmant que Moscou fournirait des renseignements militaires à l'Iran dans le conflit qui secoue le Moyen-Orient. Une allégation que le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, refute catégoriquement tout en assumant une coopération militaire avec Téhéran.
Depuis Moscou, il reconnaît des relations très étroites entre les deux pays ainsi qu'un accord militaro-technique incluant la livraison d'équipements, mais il nie toute transmission de renseignements visant des intérêts des États-Unis ou d'Israël. Ces déclarations interviennent après les accusations de Kaja Kallas, chef de la diplomatie européenne, qui évoque un rôle actif de la Russie dans l'escalade militaire et appelle à un renforcement des sanctions. Pour comprendre cette crispation, il faut remonter à l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. Depuis, Moscou et Téhéran ont renforcé leur alliance, notamment avec l'utilisation des drones iraniens en Ukraine et des stratégies communes pour contourner les sanctions, en particulier dans le secteur pétrolier. Aujourd'hui, c'est au Moyen-Orient que cette proximité inquiète. Après des frappes américaines et israéliennes contre l'Iran, Washington soupçonne Moscou d'avoir partagé des données sensibles sur ses bases militaires, une accusation que la Russie rejette, estimant ces informations accessibles publiquement. Au-delà des faits, une guerre des récits s'installe. Les Occidentaux dénoncent une alliance dangereuse, tandis que Moscou accuse Washington de double discours. Dans ce contexte, le rapprochement russo-iranien pourrait redessiner les équilibres mondiaux, mais il pose aussi une question cruciale. Jusqu'où cette alliance peut-elle aller sans provoquer une escalade aux conséquences globales? À Washington, une annonce du Trésor américain fait déjà grand bruit. Pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, la signature d'un président en exercice va apparaître sur les billets de banque. Dès le mois de juin, les nouveaux billets de $100 porteront celle de Donald Trump avant une extension progressive à l'ensemble des coupures. Une rupture symbolique avec une tradition vieille de plus d'un siècle. Depuis 1861, seul le secrétaire au Trésor et le trésorier des États-Unis apposaient leur signature sur le dollar. Cette fois, celle de Scott Besson figurera aux côtés de celle du président dans une décision présentée comme historique par l'administration. Le billet vert n'est pas qu'un simple moyen de paiement, il est un marqueur de puissance, un symbole d'unité nationale et de continuité institutionnelle. À travers ces visages de Benjamin Franklin et George Washington et ses signatures, il reflète l'équilibre des pouvoirs plutôt que la personnalisation du pouvoir. C'est précisément cet équilibre que certains estiment aujourd'hui fragilisé. Pour le Trésor, cette initiative s'inscrit dans la préparation du 250e anniversaire de l'indépendance américaine prévue le 4 juillet. Il n'y a pas de manière plus forte de célébrer notre histoire, affirme Scott Besson. Même tonalité du côté du trésorier Brandon Beach qui juge cette reconnaissance appropriée et méritée. Mais du côté démocrate, la critique est immédiate. L'élu Chantel Brown dénonce une mesure scandaleuse tandis que la sénatrice Jen Shedin y voit une dérive contraire aux idéaux américains, accusant le président de vouloir inscrire son nom dans les symboles nationaux de manière excessive. Cette décision ne vient pas seule. Depuis son retour à la Maison-Blanche en 2025, Donald Trump multiplie les initiatives pour marquer durablement l'espace public américain. Une pièce commémorative à son effigie a récemment été validée et plusieurs infrastructures portent désormais son nom à l'image de Kennedy Center rebaptisé. En Floride, un projet vise même à renommer l'aéroport international de Palm Beach en son honneur. Au-delà de la polémique, une question demeure. Jusqu'où un président peut-il inscrire son empreinte dans les symboles d'une nation sans en altérer l'esprit? Avec cette signature bientôt imprimée sur des millions de billets, c'est toute une conception du pouvoir et de l'histoire américaine qui se retrouve une fois encore au cœur du débat.